Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeu, avec des invités incroyables, exceptionnels, avec des encyclopédies du monde du jeu, puisque nous avons sur le canapé Caroline, bonjour Caroline. Bonjour Martin. Et Philippe, bonjour Philippe. Salut Martin. Les deux éditeurs d'une nouvelle maison d'édition dont on va vous parler, Le Sens des Aiguilles. L'impression de recevoir aussi des chanteurs qui ont une longue carrière. J'utilise cette image du chanteur parce que vous avez une longue carrière, vous avez parcouru l'histoire du monde du jeu, vous avez plein de choses à nous raconter à travers notamment la société lui-même que vous connaissez probablement, à travers des jeux tels que Les Loups-Garous de Tiercelieu, Mafia de Cuba... tous ceux que vous voyez derrière en réalité, Médicis qui est ici, tous des chefs-d'œuvre du jeu de société dont on a très envie de vous parler, d'évoquer avec vous. Et aussi, vous savez, les chanteurs, quand ils viennent sur scène, ils vous chantent leurs anciennes chansons. Ils ont très envie à un moment de vous dire « Mais j'ai 2-3 nouveaux titres, j'ai envie de vous les faire découvrir. » On parlera des nouveaux titres, on parlera des chansons qui arrivent, que vous connaissez peut-être, puisqu'il y a des rééditions parmi elles, dans cette nouvelle maison d'édition, Le Sens des Aiguilles. Alors, Le Sens des Aiguilles, c'était au départ un titre que j'avais trouvé pour faire une collection de littérature autour du jeu. Ah oui. Et puis, cette collection s'est pas faite. C'était avec d'autres personnes qui ont eu des chemins à ce moment-là. Et j'ai gardé ce titre en tête. Et quand la société lui-même a été revendue, je croyais que je pourrais garder mon titre pour ma... Garder lui-même. Le nom, ouais. Ouais. Et en fait, le service juridique d'Asmodée a dit non, il faut pas, on peut faire des confusions administratives, etc. Moralité, ils s'en servent plus beaucoup. Ouais. Et je le regrette de ne plus pouvoir m'appeler lui-même. Et du coup, j'ai ressorti du panier ce titre, Le Sens des Aiguilles. Lui-même, vous connaissez forcément, puisque c'est une maison d'édition emblématique qui est présente depuis très très longtemps. C'est une maison d'édition qui a été fondée quand, lui-même ? Au siècle dernier. Au siècle dernier. En 1999 exactement. Dans le petit village de Tiercelieu. Lui-même au départ c'est surtout moi. Oui. Caroline glorieusement a fait confiance et a pris une part sur les 100 parts. Ah. Elle a mis donc 1% des sous de cette société, et puis j'avais donné symboliquement des parts à mes filles, et donc lui-même c'est plutôt moi. Petit à petit, Caroline a fait des petites choses, puis des moyennes choses, puis des grandes choses, et aujourd'hui, et au moment où lui-même s'est terminé, c'était nous quand même. Et donc, toute chose a une fin, au bout de 20 ans, ça a été revendu à Asmodée, parce qu'il y a des jeux qui devenaient importants, trop importants pour des petites personnes comme nous. Juridiquement, administrativement, etc. Et puis j'avais d'autres projets en tête, et donc voilà. Et Le Sens des Aiguilles est une maison d'édition qui date donc juste après fin 2019, et qui a plusieurs activités. Maison d'édition de jeux, pour entretenir les titres que j'ai gardés, étant donné que Asmodée a racheté l'entité lui-même avec Loup-Garou et Skull, qui étaient deux jeux emblématiques, et qui m'a laissé libre de récupérer les jeux que j'aimais. Voilà, donc entretien des titres, et puis des petites nouveautés, voilà. Qui vont arriver également, dont Bien on va sûr. vous parler aujourd'hui. Toi, Caroline, tu es, depuis le début, en fait, dans la maison d'édition lui-même. On te voit beaucoup moins, parce que c'est Philippe qui représente, oui, bien sûr. qui représente depuis toujours en tant qu'auteur également. Oui. Mais tu es là depuis le début. Pratiquement, oui. Au début, je faisais pas grand-chose. Au tout début, non, j'étais là un peu pour la paperasse, l'administratif. Bon, enfin, on avait un comptable, mais voilà, je lui transmettais les choses. Et puis petit à petit, oui, j'ai commencé à plus travailler sur la mise en page, la maquette de la guerre des moutons, préparation des fichiers de fabrication, suivi de fabrication, voilà, etc., etc. Ça va vite en fait. Oui, puisque tu as une formation d'éditrice, tu m'as dit, tu es des... Non, alors non,
De maquettiste, Oui. PAO, voilà, j'ai travaillé chez un éditeur littéraire. J'ai travaillé aussi dans des petites entreprises qui faisaient de la com, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et Philippe, tu es éditeur. L'éditeur du Sens des Aiguilles. Tu étais l'éditeur de lui-même, de plein de jeux dont on va parler, mais tu es surtout aussi, et on en a parlé, parce qu'on a eu l'occasion, là c'est le 3e jour. Hein. Ouais. Donc on a discuté, C'est là, on voit les cernes sous les yeux. Pas du tout, on a tourné des vidéos ensemble, et puis on s'est fait plaisir, on a parlé du monde du jeu dans son ensemble, de plein de choses. Sachez que Philippe c'est un grand sensible aussi, donc je vais essayer de te protéger, pas t'empêcher de dormir ce soir en t'évoquant des sujets dont tu n'as pas envie de parler. Mais tu es auteur. Bah, Et ça, c'est vraiment... Avant tout, j'étais Voilà. auteur, et donc j'ai commencé à être auteur en 1985. Avant les années 2000. Ah Il y a oui. quelques jeux qui sont sortis, j'ai une petite image. J'ai envie de commencer par ça, puisque le côté créatif, j'y suis attaché. Vous y êtes attaché, vous qui regardez cette émission. Voici quelques jeux qui ont pour point commun, je les ai mis tous ensemble, ils ont pour point commun, tu connais le point commun de ces jeux? Alors, le point commun de ces jeux, c'est qu'il y a des titres sur la couverture, non? Non, c'est pas ça, ils sont tous sortis avant l'an 2000. D'accord. Alors, alors, en plus, donc le premier c'est Armada, mais celui que tu as est déjà une 2e édition ultérieure. Donc, le premier Armada est sorti en 86. Ça remonte un petit peu. Ouais. Ouais. En Et même temps, qui a marqué les gens, parce qu'on en parle souvent quand on bah, retrace on l'histoire a du monde gagné du jeu. le prix de l'époque, qui était le prix donné par Jeux et Stratégie. Le magazine emblématique. L'année d'après, un autre auteur, malheureusement disparu, Serge Laget, qui avait gagné le prix l'année d'avant avec le Gang des Tractions avant. Donc Armada, oui, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors il y a pas mal de jeux qui ont été co-signés avec une équipe de choc qui maintenant sont partis sur des voies différentes, mais il y avait Patrice Pilet dans l'équipe également. Patrice Pilet, donc on a commencé, en fait on était copains aux Arts Déco et Ouais. je l'ai embarqué dans ce projet de faire des jeux, donc Armada on l'a fait ensemble. Oui. Qui va faire la vaisselle, c'est quand même un jeu de moi. À l'époque, j'étais très communiste, je mettais les noms des gens qui bossaient avec moi. Depuis, j'ai remis mon nom sur ce jeu parce que c'est moi l'auteur et on avait à l'époque partagé l'argent et partagé la paternité. Depuis, j'ai arrêté. Donc, ça, c'est la première édition. Sur les éditions récentes. Avec Michel Lallet. Alors oui, Michel Lallet était l'éditeur de Qui va faire la Oui, parce que je vaisselle. vois un petit Abalone en bas. C'est le 2e jeu publié par Abalone, la Voilà. société Abalone, Abalone dont l'auteur est Michel Lallet, pas Et- tout seul d'ailleurs. et Laurent Lévy. Et Laurent Lévy, mais sur tes jeux, j'ai eu plusieurs fois le nom de Michel Lallet écrit. Non, il y a une fois où Michel Lallet est présent, c'est un jeu dont tu n'as pas mis la coupe puisqu'il est postérieur, c'est Boomerang, où Boomerang, il est crédité comme co-auteur avec Dominique Erhardt. Il était son agent, mais sur ce jeu-là, il a fait un petit peu plus qu'être agent. D'accord. Michel Lallet a fait pas mal de jeux sous des faux noms d'emprunt. Ouais. Je ne dévoilerai pas. Ah, on n'aura pas les secrets. C'est le principe de cette émission. Il nous faut quelques secrets quand même. Alors, il y a eu le Club Voyage. Ah, alors ça, formidable. ça- Club Voyage. C'est un jeu sur Ça a des l'air petites merveilleux. ardoises magiques effaçables. Alors, il y a quand même dans chaque boîte 10 jeux différents, dont au moins 5 ou 6 étaient des créations pures de notre part. Et tu disais toujours ça. Tu as sur une étagère tous les jeux que tu as créés. Je les ai. J'ai Oui. même un grenier où j'ai des boîtes encore. Ah, parce que moi, je serais curieux de découvrir ce Club Voyage dont je n'avais jamais entendu Mais- parler. Il faut venir Comme nous je rendre te l'ai- visite. Hein. Ah oui. Comme je te l'ai proposé, viens donc C'est- à la maison. c'est juste- merci d'être venu parce que c'est pas juste à côté. hein. Non, mais nous sommes venus. Ben oui, Tu peux donc le c'est faire. possible. Tu peux le faire. D'ailleurs, je ne sais pas combien. Le prix de l'essence pour venir Non. Ah, 10 000 euros, je pense. Combien d'auteurs de la côte ouest as-tu accueilli dans ton chalet? Quelques-uns quand même, quelques-uns, puisque alors de la côte ouest, je Est-ce que réfléchis- Roberto est venu? Oui, Bien, Roberto, courageux oui, ce bien Roberto. sûr. Ouais. Faut dire que c'est un marin au long cours. Mais il a fait un Roberto qui organise des rencontres des corsaires Ah oui. ludiques, il en a fait une juste à côté de chez nous. Ah Donc oui, il est venu d'accord. en repérage, Trop il a fait une fastoche. halte au chalet, il n'a pas enregistré d'émission, il faudrait Trop facile. qu'il revienne pour qu'on enregistre une émission parce qu'on aurait beaucoup à dire également. Donc qu'est-ce que je vois? Olénin, qui est un des derniers de ce siècle, Très Qui- belle couve. qui est un jeu... c'est une couve d'un certain
Franck Dion, si je m'abuse. Ah oui. Oui. Ah oui. Ouais. Bah, c'est pas sa meilleure, si je puis me permettre. Enfin, ta photo aussi est minable. Ouais. Ouais, c'est pas si simple de les retrouver parce que là, avant 2000, les sites internet étaient encore moins présents, donc on a des captures de personnes qui les ont fait chez eux, qui sont pas forcément toujours très élégantes. Olena, mon premier jeu chez Asmodée, je crois bien. Dinosaurus, alors ça c'est une histoire absurde. On avait fait un jeu sur le Père Noël avec Didier Jacobet, Patrice Pilet. Donc l'idée c'était de décorer son sapin de Noël. C'était comme un jeu de l'Avent. Ouais. Et puis Nathan qui commençait à décliner sérieusement, excusez-moi monsieur Nathan, avait envoyé un mec en Chine pour acheter des petits trucs parce que l'idée c'était de faire des boîtes avec des cadeaux pour les enfants et qui décoraient le sapin de Noël, ils gagnaient les cadeaux. Et puis c'est l'année de Jurassic Park, alors il y avait que des dinosaures partout en Chine de fabriqués. Ouais. Et donc il m'a dit on peut pas changer le thème. Et donc on a fait des œufs de dinosaures au lieu des cadeaux, et il y a des petits dinosaures à l'intérieur, et donc le jeu s'est transformé en empreinte de dinosaures autour du volcan, alors que notre idée c'était le sapin de Noël. Mais il y a eu pire, c'est que avant de présenter ce jeu à l'éditeur, j'avais pris un illustrateur adorable qui s'appelait Sandro, je me rappelle plus de son nom de famille. Alex. Je sais pas. Et qui, parce qu'à l'époque, on investissait dans un illustrateur pour le présenter aux éditeurs. Ah oui. On lui donnait un petit billet, un moyen billet, en disant si on est édité, je me bats pour que tu sois l'illustrateur, mais tu as quand même un petit billet avant, et tu me fais un projet un peu meilleur. Et ça a été plusieurs fois, je vous le raconterai après. Et donc, ce type me dit, mais un sapin de Noël, comment c'est? Il était témoin de Jéhovah. Ah mince, ouais. Il ne savait pas dessiner un sapin de Noël. Donc on lui a appris à dessiner un sapin de Noël et ça n'a servi à rien puisque ça a terminé en dinosaure. Voilà, Vertigo, un jeu publié chez Eurogames. Oui. Dont je suis très fier parce que les gens d'aujourd'hui qui se plaignent que la planète va pas bien et que les générations d'avant s'en occupaient pas, je vous dis que ce jeu, je l'ai bossé en 89 et 90, donc la génération d'avant s'en occupait. C'est juste que le public en a très peu acheté. En fait, les seuls qu'on a vendus, c'était en Allemagne, parce que les Allemands, eux, s'en occupaient un peu plus. Oui, ils ont toujours été un peu plus verts que les Français. Ouais. Et donc, c'est un jeu d'économie où on s'aperçoit que pour survivre, il faut quand même faire de l'économie, mais que si on veut que la planète saute pas, il faut s'entendre pour calmer tout ça. Et d'ailleurs, c'est un sujet d'actualité. Non, et d'ailleurs, dans ce jeu, on peut tous perdre. Mais les questions d'écologie sont... Alors c'est un jeu à l'ancienne, hein. Même les gens qui sont habitués à déplacer des ouvriers, c'est des tours assez longs. Oui. On y a rejoué il n'y a pas longtemps, c'est tactiquement très bien, mais c'est un peu lourd, un peu long. On va dire qu'une partie moyenne c'est 3 heures, etc. Mais ça marche bien. En dessous, Totem, le seul jeu que j'ai fait qui n'a pas été édité en France. Il n'a pas été édité en France? Non, il a été édité en Allemagne exclusivement. Et donc les rares boîtes qui sont venues jusqu'à nous... alors là, c'est assez collector. Alors chez Queen Games, il est sorti. Et Totem, la même année, on a donné ce nom à notre société avec Patrice. Oui. Et qui est devenue une boutique de jeux, mais qui était une société de création de jeux, de communication, d'organisation de festivals de jeux, et on a créé une boutique à la suite de ça. En fait, c'était pas une boutique au début, c'était un lieu, c'est pour ça que ça s'appelle Totem Expo Jeux. Oui. C'était un lieu d'exposition. On a été parmi, mais je crois même les premiers à avoir des tables de jeux à l'intérieur du magasin, sur le trottoir. On avait même une salle de jeux vidéo au fond où on pouvait jouer. Et cette boutique, Patrice n'était pas du tout d'accord pour la faire, et d'ailleurs il est toujours dedans, 35 ans après. Qui est situé dans quelle ville? À Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 boutiques à Enghien-les-Bains et 2 personnes qui sont dans le jury de Cannes.
Mais un Enghien-les-Bains qui est en France et un Enghien-les-Bains qui est en Belgique. Alors, qui s'appelle Patrice, pas les Bains d'ailleurs, qui s'appelle Enghien. Patrice n'est plus dans le jury de Cannes, mais il l'a été également. Il a été. Oui, oui. Pendant quelques années, j'ai eu la chance de faire le jury avec lui. Ah oui? Genre, je sais plus en fait. Ma J'ai cru mémoire. qu'il t'avait succédé. Alors c'est possible qu'il m'ait succédé. Je crois que c'est Rixou qui m'a succédé. Ouais. Alors, Savannah Café, qui est un jeu qui me tient à cœur, qui a été publié tard. Alors là, tu t'es trompé, parce que... Ah non, 2021 2000, 2001 non, je me suis référé à Board Game Geek. Ah, d'accord. Si Board Game Geek ne se trompe pas, c'est avant 2000. Moi, j'avais l'impression que c'était après 2000, mais c'est un chouille. Et ce jeu, j'ai mis près de 15 ans à le sortir, à trouver un éditeur. Et c'est grâce à un certain Bruno Fedetti, dont nous parlions hier, que ce jeu est arrivé sur le bureau d'Eurogames. De Descartes, Eurogames, qui avait racheté Eurogames à l'époque, qui a été un de mes anciens patrons, Descartes. Et qui, cette année-là, quand on fait Savannah Café, je sors le loup-garou, il me dit « Oh, mais peut-être ça m'intéresserait, ce truc. Après que c'était publié, bien sûr. Le Chat Noir, qui est une version imaginée par Michel Lallet. C'est pas le truc dont je suis le plus fier avec lui. Il s'est dit, tiens, qui va faire la vaisselle? Alors que ce jeu qui va faire la vaisselle, c'est un jeu que j'ai fait pour vraiment régler le problème de la vaisselle. Et donc, c'est un des jeux de Philippe Despalières à la Knizia. C'est exactement le jeu qui va faire la vaisselle en version autre thématique. Avec un autre thème, d'accord. Et c'est sorti en même temps que le loup-garou et ça a beaucoup moins marché. C'est vrai? C'est bizarre. C'est le même format de boîte d'ailleurs. Ouais, et en fait, on le voit, les trois... Les gentils Michel Lallet et Marc Nunes qui pensaient que j'allais me planter avec les loups-garous ont dit bon, on va faire une collecte de 3 jeux et qui, eux, vont marcher et qui aideront un peu ce pauvre jeu débile complètement taré de Philippe Despalières. Et donc, Michel a dit ah, je vais rééditer son jeu, Le Chat Noir, comme ça. Et ils ont sorti un autre jeu qui n'a pas si mal marché, mais qui n'a pas battu les loups-garous. Son nom m'échappe, un jeu de Sylvie Barque, mon ex-associé. Shabadabada? Non. Une histoire sur la couverture. Fantasy. Ah bah oui, ça a bien marché. Ça a bien marché, ça a continué. Ouais. Ça se vend encore. Et ça se vend encore. Et ça a plu beaucoup au pré-ado-ado. Ça a été un vrai jeu de pré-ado-ado. C'est toute une époque. Mais il pensait tous les ans, Marc Nunes me disait, tu vas voir, Fantasy va exploser le loup-garou. Là, la première année, tu as fait plein de com, tu t'es bien débrouillé, mais l'année prochaine, c'est bon, tu as touché les geeks, etc. Et il a fallu attendre 5 ans pour que Marc avoue que non, je pense qu'il ne rattrapera pas le loup-garou. Voilà, Spirou et les champignons géants, c'était une expérience extraordinaire avec Sylvie Barque. Un thème complètement invraisemblable. Patrice, ouais, mais c'est nous. On s'en est déjà servi dans une question, quand on posait des questions à des experts du monde du jeu. On s'est déjà servi de ce jeu pour savoir s'il existait ou pas, juste en faisant le pitch et en expliquant la thématique du jeu. Non, mais je suis très fier, c'est mon idée. Les champignons qui grandissent. Il y a un beau matériel dedans. Et vous voyez que j'étais un peu un fan de Spirou parce que. Et donc, c'était un concours organisé par Nathan Non, ils avaient mis en compétition plusieurs auteurs de jeux. On a combattu contre d'ailleurs Michel Lallet et son équipe. On les a niqués. Et alors j'ai adoré parce qu'à l'époque j'étais hyper réactif en fait. Avec Patrice on devait bosser là-dessus et puis on avait plein d'autres choses à faire, tu connais ça, plein de trucs dans tous les sens et je m'aperçois que le rendu était lundi matin et on était vendredi. Et on n'avait pas commencé à bosser. J'appelle Sylvie qui n'était plus mon associé et je propose un deal à Sylvie et un certain Jean-Charles, son mari, qui s'appelle aujourd'hui Juan Rodriguez. Et qui est donc aussi auteur. Et je dis, qu'est-ce que vous en pensez? On fait une charrette ce week-end chez vous, on vient en bagnole, on est 4, on bosse dessus. Il faut savoir que Patrice était un peu maquettiste sur les bords, et Jean-Charles était complètement maquettiste. Sylvie était très bonne pour écrire les règles. Et on est parti, et on a fait une charrette monstrueuse, et on a réussi à produire 3 prototypes de jeux différents, dont je suis fier des 3. On est arrivé le lundi avec 3 protos terminés. T'imagines un peu le truc? Oui, complètement. Et on a gagné.
Et entre-temps, j'avais milité auprès de Nathan en disant « C'est dégueulasse, vous nous faites bosser et ceux qui perdent n'ont rien. Ouais. » Et il fallait qu'il y ait une... et j'ai gueulé en demandant une somme minimum pour ceux qui rataient. Et on l'a obtenu. Et on leur a gracieusement laissé la somme minimum pendant que nous avons eu la somme générale. J'étais très fier. Alors ça fait partie des jeux qui font 1 ou 2 saisons chez Nathan à l'époque, Ouais. mais ça fait quand même des ventes de 20 à 40 000 exemplaires. Hein. C'est pas du tout. Et à l'époque, on était payé au forfait, en fait. C'est-à-dire que c'est des jeux Une de fois, commande, et puis voilà. Ouais. et on a une enveloppe, Ouais. quelles que soient les ventes. Ouais. Ah oui. Et à l'époque, on avait quand même des difficultés. Cette enveloppe nous permettait de faire vivre notre boîte pendant 2-3 mois, quoi. Ouais, c'est pas mal. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent oh, vous auriez dû avoir des droits. Mais là, à ce moment-là, on aimait bien, C'était bien d'avoir de l'argent on aimait tout de bien suite, les ouais. forfaits qui donnaient des chiffres et tout de suite. C'est-à-dire que tu fais ton rendu et tu as ton chèque qui arrive à la fin du mois. Ça te fait baver d'envie, ça. Hein. Ah oui, il est payé tout de suite. Oui. Ça a l'air formidable. Ces jeux-là, il n'y en a plus qui sont disponibles. Toutes ces règles-là n'existent plus dans le commerce. Alors, la vaisselle existe en polonais. En polonais. Absolument. En Pologne, ils continuent Ils n'ont pas à de le vendre. lave-vaisselle. Quelle bonne blague. Pardon, je suis désolé. Est-ce que je peux t'expliquer qu'à l'époque, il y avait déjà des lave-vaisselle? Monsieur l'historien, en 1992, les lave-vaisselles étaient Ah oui, inventées mais depuis un certain temps. J'étais déjà vivant, hein. Je te Ah, en rassure tout de plus. suite. Voilà. Il est en âge de la... Il y a la vaisselle qui est là. Savannah Café est ressorti il n'y a pas si longtemps par Gigamic en France, 5 ou 10 ans. Ouais. Olénin, non. Sur le même titre? Olénin. Savannah Café. Café, oui, oui. Je crois. Totem, non. Vertigo, non. En fait, si je voulais... En fait, je vous avoue que qui va faire la vaisselle, j'ai vraiment envie de le refaire en France. Ouais, c'est un très bon Parce jeu. que c'est un jeu... Quand on fait des festivals, c'est le jeu qu'on vend le plus Ah en oui. partenaire. Ouais. Parce que c'est un jeu rapide à jouer, c'est un jeu d'enjeu familial. C'est le jeu idéal quand on part en camping ou en gîte, etc. Parce que c'est un jeu à enjeu, bien sûr. Celui qui perd fait la vaisselle. Mais c'est un jeu assez tactique, Ouais. familial, hein, vraiment. On va pas aller plus loin. J'ai eu encore du succès quand j'ai fait une expo sur mes jeux. Celui qu'on a... Ouais, on a tout déchiré avec la vaisselle. Donc j'aimerais bien le faire. J'ai essayé de faire un partenariat avec les boutiques ludiques qui étaient un peu fraîches. Sauf quelques-uns qui avaient connu le succès de ce jeu. Mais c'est Ouais. les gens qui avaient connu le succès de ce jeu sont en train de partir un peu à la retraite. Eh bien, c'est tout un nouveau public Voilà. qui pourra le découvrir. Alors ça, c'est tous les jeux qui sont sortis avant l'an 2000. On va parler de ceux qui sont sortis après, sont un peu plus connus. Sont un peu plus restés dans les esprits. C'est ceux qui sont Armada, derrière il y a nous. des gens. Alors, Armada, évidemment, on en je parle vais te beaucoup. dire un truc, j'ai été invité à un festival à Toulouse. Ouais. Je suis au bord d'une table, il y a un mec d'un certain âge qui me dit eh, vous avez fait quoi comme jeu, vous? Je fais par exemple, Loup-garou, gardez le ton. Il me dit jamais entendu parler. Et puis dans la conversation, on parle, et puis à la fin, je dis il y avait un jeu Armada. Armada, c'est toi? C'est fou. Donc il y a des moments et des gens. Ouais. Parmi les jeux qui sont sortis par la suite, il y a ceux qui ont été rachetés, hein, clairement, puisque Asmodée a racheté lui-même pour, tu m'as dit, essentiellement 2 jeux. Oui. Auxquels ils sont très attachés. Alors les loups-garous, hein, je vous montre une des versions des loups-garous, il y en Ça, a c'est eu, le il y en a eu pacte. plein. Version illustrée par Christine Deschamps Oui, Et Maëva. et Maëva. une version récente. Et nous en avons une autre derrière qui est peut-être celle qui est aujourd'hui la plus connue maintenant. Alors Alors, non, celle-ci, c'est toi tu es Ten un Years. ancêtre de cette version. Ah, Ça c'est la version qui s'appelait 10 Years After, qui a été fait pour les 10 ans, oui, que j'ai très voulu belle version. faire. Une grosse boîte déjà. Que j'ai voulu faire un coup one shot et Mm. tous les distributeurs sont gueulés parce qu'ils adoraient cette version avec les cartes en forme de loup-garou bien sûr. Et donc Moi j'aime bien celle-là. quelques années après nous l'avons ressorti avec une autre idée de faire un best-of. Et ce best-of aujourd'hui se vend pas mal du tout. Ouais. Puisqu'en France il a dépassé les ventes de la boîte de base. Donc Et ça, le pacte, c'est pour les
Il y a toutes les extensions, Oui, il y a tout Nouvelle plein de Lune, choses, c'est merveilleux. Mais c'est pour les pros, quoi. Ça, c'est un jeu d'Hervé Marly et de Philippe Despalières, donc que vous avez développé ensemble, qui est sorti en quelle année? Il est sorti en vrai, première édition en 2001. Oui. On a bossé dessus à partir de 99. Voilà. Et donc, on est en 2023, ça fait 22 ans qu'il est sorti. Au début, on a fait une petite édition à la main avec Hervé, qui tirait dans son agence de com, parce qu'il travaillait dans une agence de com comme maquettiste. Et on fabriquait, on découpait les cartes, on fabriquait. J'avais téléphoné à Tom Varchex parce que je voulais faire des cartes carrées. Comment il avait fait découper ses cartes? Et il m'a expliqué le début de découpe des cartes à jouer de Jungle Speed. Peut-être que c'est un scoop pour toi. Ah bah écoute. Ils avaient mis des lames sur une porte. Ouais. Ils avaient mis les cartes et ils montaient sur la porte pour découper des cartes. Ah ouais, dis donc. Je pense qu'ils ont remplacé ça. Oui, non, mais j'espère parce que ça m'a l'air compliqué. Tiens, une petite anecdote sur les loups-garous. On voit circuler des vidéos là actuellement sur Internet de gens qui s'offusquent en disant, qui découvrent en fait que ce jeu est inspiré de Mafia. Tu l'as jamais caché, toi? Ah bah non. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais vous n'étiez pas au courant, mais c'est pas quelque chose de secret. C'est marqué sur la règle du jeu de base. Alors, je sais pas si c'est toujours marqué aujourd'hui chez Asmodée, mais on a toujours dit les inspirations. Moi, je me suis inspiré assez souvent de jeux, et à chaque fois je t'ai souvent entendu le dire, c'est pas quelque chose de ni d'honteux, ni de caché. Non, moi, ce que je déplore, c'est les gens qui sont inspirés de notre succès commercial, parce que quand on a bossé sur les loups-garous, il n'y avait pas de jeu existant, commercialement parlant. C'était un jeu qui était un jeu, comment on dit, de tradition orale, qui était un jeu très sec, que j'avais... D'ailleurs, on avait fait un week-end jeu à Tiercelieu. Hervé m'avait fait jouer à ce condensé... Et j'avais complètement... Qui était sur un thème complètement différent, avec des mécaniques qui ne sont pas les mêmes non plus. Bon, qui sont originellement... en fait, moi, je connaissais enfant le jeu des assassins, je sais pas si vous... Oui, bien sûr. Qui était, on était tous en groupe, il y avait un qui pouvait tuer les gens en le regardant, avec des clignements d'œil, etc. Tout ça, c'est le même principe. Et puis, la chose importante pour nous, ça a été évidemment les quelques personnages... clés qu'on a trouvé, et c'est pas une histoire de mettre plein de personnages, c'est parce qu'on a bossé sur plein de personnages pour en garder que quelques-uns d'emblématiques. On a travaillé sur cette histoire de conte pour enfants parce qu'on voulait pas du tout faire un jeu gore qui est réservé aux ados, post-ados, mais on voulait vraiment que la famille y joue, qu'on ait peur mais qu'on soit pas écœuré, quoi. C'était vraiment important. Une iconographie en rapport. Et puis on s'est fait refuser par toutes les maisons d'édition. Tout le monde m'a dit, mais c'est pas possible, un jeu... les jeux, c'est 2 à 4, Philippe. 2 à 6 à la rigueur. Ça a changé. Mais un jeu de 8 à 18, non. Un jeu dans une toute petite boîte avec 20 cartes et 32 pages de règles, non. Philippe, tu es bien gentil, mais non. Et mon ami Marc Nunes, toujours pour le citer, salut Marc, qui est vraiment quelqu'un à qui je dois beaucoup de choses. Qui est l'un des créateurs d'Asmodée. Le créateur d'Asmodée, oui. Et qui a soutenu les loups-garous, puisqu'il a fini par le distribuer, mais il a refusé de l'éditer en disant que c'était un fiasco d'avance. Après, il m'a dit, si tu veux, je t'en achète 800, je crois. Pour t'aider à boucler ton truc. J'ai dit non, et puis il l'a distribué. Et on a progressé tous les deux ensemble, c'est-à-dire que le jeu, je pense, à juste titre, s'est imposé, et aussi Asmodée a grossi en même temps, et voilà. C'est surtout que le jeu de groupe, il n'y en avait pas. 0, et qu'on a été le premier jeu de groupe que les écoles, les centres de loisirs, les scouts, tous ces gens-là l'ont pris assez vite, que les thématiques employées
leur correspondait parfaitement. Oui. Et ils ont été nos relais essentiels. Il se trouve que les gamers ont aimé ça parce que c'était le début des festivals de jeux où on se retrouvait ensemble. Donc ça se terminait souvent par un loup-garou à l'époque. Ce qui est incompréhensible aujourd'hui. Mais à l'époque, le loup-garou, pendant 3 ans, ça a été... à la fin des week-ends jeux, quand il y avait un petit off, c'était un loup-garou. Oui, bien sûr. Et donc... Parfois jusqu'à plus fin, parce qu'il y en a qui se sont lassés aussi bah bien sûr, de cette bien sûr. Et cette moi, tu habitude. me demandes de jouer, je peux te dire, j'en ai un peu ras-le-bol. 22 ans, je ne joue qu'avec mes amis proches. Voilà. Et donc... bah, on a fait 200 exemplaires qui sont partis très vite, puis 200, puis après, voilà. Et ça a un petit peu marché. Alors, et évidemment, après, il y a des gens qui ont trouvé que notre succès était intéressant et qu'ils allaient... Et que d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est passé, comme on disait qu'on s'était inspiré d'un jeu, ils disaient, bah moi aussi. Or, ils s'étaient inspirés d'un succès commercial qui était le nôtre, pas du jeu dont on s'était inspiré. Exactement. oui, Et parce que c'est le ça succès, qui... C'est le pour ça succès, qu'ils c'est pas- l'appelaient les c'est ça loups-garous, quelque oui. chose d'ailleurs. C'est ça qui m'a énervé, en fait. parce que le succès, c'est pas qu'une mécanique. On l'a vu par exemple avec le deck building qui a été popularisé mais pas inventé par Dominion Ouais. et qui derrière, bah, il y a plein de jeux qui font du deck building, qui reprennent sûr, ouais. la mécanique mais à l'identique, hein, Mais non, mais- mais avec des thèmes Mais et avec des des jeux à effets qui sont différents. identité secrète, il en existe plein. Mais oui, y bien sûr. compris, moi, j'en publie un qui est Mafia des Cuba, Bien qui est sûr. un jeu à identité secrète. Mais avec des mécaniques. Voilà. Et c'est très important la thématique de l'illustration parce que ça fait partie sûr. de l'identité d'un jeu. C'est un élément qui est essentiel. La thématique et l'illustration du loup-garou, évidemment, c'est ça aussi qui en a fait le succès. Oui, puis il faut savoir que moi, je venais du théâtre, qu'Hervé venait de la Ligue d'improvisation, et que pour nous, la mise en scène de cet événement pour faire que les gens jouent entre eux, etc., on a vraiment beaucoup bossé sur Ouais. la phraséologie, Ouais. la manière de parler. C'est pour ça que notre règle fait 32 pages. Non pas Ouais. que le jeu est complexe, Oui. mais qu'on voulait plein d'entrées différentes pour les mettre en confort dans l'entrée du jeu. Moi, je me régalais quand je voyais sur une extension comme personnage les enfants qui prenaient la règle de jeu comme un livre de contes. Parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé sur l'aspect narratif de notre histoire, développement d'imagination, référence aux contes anciens, qui bien sûr nous n'avons pas inventé les contes pour enfants non plus. Et ceux qui veulent s'inspirer de contes pour enfants pour faire des jeux, ça ne me dérange pas. Voilà, donc, ce qui nous a fâchés, et ça nous fâche plus avec Hervé, ça nous fâche plus parce que malgré tout, ce qu'on a fait a une cohésion suffisamment Oui. forte pour que ceux qui nous copient nous prennent un peu de part de marché puis retombent. Ouais. Donc, même Asmodée, quand ils ont repris le jeu, au début, ils ont eu peur et puis ils se sont aperçus que Ça marche toujours. qu'on était quand même le jeu référent. Et le jeu référent par tout l'univers qu'on a créé. Alors justement, on va pas faire toute l'émission Bon, sur puis les j'en ai loups-garous. marre de parler des loups-garous. Mais tu m'as dit, on n'en Ça parle fait pas 20 trop. ans- On n'en parle pas trop des loups-garous, mais Ça quand fait même. 20 ans qu'on parle de ça. On a une petite photo là, cette photo-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces costumes? Ah, mais D'où je ça voulais sort? t'en montrer une autre. Eh ben, tu pourras me l'envoyer l'autre Ouais. si tu veux. On la mettra en accostation. mais- Cette photo, c'est une expérience très amusante. Au centre, vous avez je dis un jeune homme, mais il a quand même 40 ans bien tassé, François Usan, un metteur en scène, scénariste, qui s'est emparé. Donc il y avait un copain producteur qui m'avait appelé, qui voulait faire un truc sur les loups-garous. Ça fait très longtemps qu'on en parle, 4 ou 5 ans, avant la cession de l'entreprise d'ailleurs. Et puis, il a fait un scénar, et puis il a réussi à monter son projet, et il y a un film qui s'est tourné cet été dans les studios de Prague, et vous voyez les décors fabuleux, qui, je crois, ont hébergé... Ça, c'est un studio, ça. Ça, c'est pas un vrai village. C'est pas vrai. Ouais, c'est un décor. C'est un décor complet. Un studio en plein air, hein, c'est-à-dire que le ciel est un vrai ciel, là-haut. Oui. Bah oui. Non, mais c'est pas un studio au sens bien où sûr. le studio, c'est un espace fermé, en général. Bien sûr, bien sûr. Et donc Hervé à la droite et moi à gauche,
François Huzon, qui savait qu'on avait un tout petit peu fait de théâtre, du théâtre et des machins avant, il nous a proposé de faire un micro-rôle dans le film. Et donc, on a été invités sur le tournage. Là, vous nous voyez avec très peu de monde. Mais dans 2 heures, après cette photo, il y a 150 personnes sur la place du village, tous costumés, parlant plutôt le tchèque. Ouais. Et voilà. Et puis au fond, sur la charrette derrière mon bras, vous voyez quelqu'un. Et sur la charrette, il y aura Franck Dubosc qui va déclamer la chanson après. Et donc ce film va sortir sur Netflix. Donc à droite sur la photo, il y a Jean Reno, puis Franck Dubosc, puis et des tas d'autres acteurs que alors oui. L'actrice principale, j'ai oublié son prénom. Voilà, ça sort sur Netflix. Ça sort sur Netflix, ouais. Donc un film sur l'univers des loups-garous de Tire-ce-Lieu, et que vous aurez l'occasion de voir. Pas tout de suite, hein. C'est quoi, c'est en 2024? Je pense que c'est 2024, parce que là, ils sont en train de monter, après, ils font des effets spéciaux, parce qu'il va y avoir de la magie et des choses fabuleuses. Donc c'est une grosse pantalonnade, hein. C'est un film français, comique, d'aventure, et d'ailleurs, quand ils ont voulu le faire, ils m'ont dit, on va faire un truc du genre... Harry Potter chez les visiteurs. Et ben c'est un peu Harry Potter chez les visiteurs. Bon, ils ont repris des acteurs. Et d'ailleurs, ils ont repris l'acteur des Jean visiteurs. Oui. L'autre jeu dont tu m'as dit... Hein, alors là, je ne suis pas auteur, je suis juste éditeur, mais très fier d'être éditeur. Tu m'as dit que ce jeu-là, c'est Hervé Marly, l'auteur. C'est Hervé Marly, mon co-auteur des Loups-garous. À l'origine, Skull and Roses, Skull aujourd'hui, c'est un jeu... C'est l'autre jeu pour lequel lui-même a été racheté, m'as-tu dit. Ouais. Un grand classique et qui fonctionne de mieux en mieux. Ah, surtout aux États-Unis, il est en train de tout déchirer d'après le nouvel éditeur. Donc la première version, c'est la boîte noire. Oui. Ouais. La deuxième version, c'est la boîte rouge, assez vite. Donc on avait... donc ça, c'était Rose Kipit qui l'illustre. Aujourd'hui, c'est pas ça. Puis Top Verchek, ça fait la boîte que je préfère, la boîte violette. Ouais. Ouais. Et puis Asmodée a fait Skull Barbie. La boîte rose. Parce qu'ils ont la prescience des films qui vont marcher. Non. Ils ont voulu faire en sorte que ça fasse un petit peu moins peur à une certaine catégorie. Donc ils ont adouci la couverture. Ce qui est pas mal. Voilà. Non, elle est assez bien. Ouais. Et c'est encore un As d'or, ça a remporté l'As d'or en 2011. Il paraît qu'on te le doit un peu. Alors, tu aurais été parmi les autres. Tu aurais été dans le jury. Oui, j'étais dans le jury cette année-là. T'étais pour ou t'étais contre? Tu m'as pas dit. Moi j'ai adoré, mais moi je suis un... Il y a aussi un petit peu... Faut pas le résumer comme ça, le jeu, mais je vais le faire quand même. Il y a un petit peu de l'essence qu'on a dans le poker parce que c'est un jeu de bluff, mais beaucoup plus simplifié avec... c'est un jeu épuré, très très épuré. Moi, ce que je dis, c'est que j'aime bien le poker, mais il faut attendre 6 heures pour éprouver dans 3 ou 4 moments, alors que Skull, c'est toutes les 30 secondes. Voilà. Après, c'est moins... ça donne des bluffs beaucoup moins élaborés qu'au poker, bien sûr. Mais ça peut être assez élaboré quand même, ouais. Moi, ce que j'aime moins dans le poker, c'est la fatigue qui vient au bout d'un certain temps par rapport au plaisir. J'ai été complètement fan. Je crois même que j'ai menacé Hervé quand j'ai dit écoute, si tu veux pas me le confier, on sera plus copains. Quelque chose comme ça. Et comme c'est quelqu'un de gentil, il n'a pas oui. Et puis l'autre chose, c'est que je lui ai dit, et puis en plus, les pourcentages, t'auras les plus hauts de ce que tout le monde peut te proposer. Qu'il a gardé. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'après, quand il s'est fait racheter par Asmodée a fait « Oh, c'est bien ce jeu, ça marche bien, mais les droits d'auteur, ils sont sympathiques. » Et oui, il a a priori gardé les droits d'auteur. Voilà, je suis très fier de ce jeu, j'ai été très fier comme éditeur, j'ai eu un shoot, parce qu'on s'y attendait, mais vraiment, aucunement. On avait été sélectionnés, nominés, et je trouvais que c'était merveilleux qu'on avait été nominés, parce qu'en plus, cette année-là,
c'est la première fois qu'ils ont nominé un jeu qui sortait sur le salon. Oui, bah, on s'est bien fait critiquer. Là. Et d'ailleurs, ça a créé une polémique. Alors, pas du tout une polémique sur le jeu en lui-même, parce que vraiment, aujourd'hui encore, les gens disent non, Skull, aujourd'hui, maintenant. Mais je peux te dire que la nuit il y a eu des choses très dures, où on a eu l'As d'or, ça a été violent. Hervé et moi, on voulait plus l'avoir. Ouais. Il y avait des commentaires du genre c'est une copie de Perudo, bien sûr, c'est une copie de Perudo. Vraiment non. Bande de tarés. Non. D'ailleurs, aujourd'hui, ça se vend plus que Perudo. Mais non, mais c'est incroyable. Très souvent. Et surtout, nous qui parlons du jeu, souvent les gens qui viennent au chalet. On nous accusait d'avoir des accointances avec le jury, parce que j'avais fait une plaisanterie du genre on a couché avec le jury. Ça a été vraiment horrible. Et pendant 6 mois, les boutiques nous disaient, il y a des gens qui venaient à la boutique, alors ce truc, c'est vraiment bien ou c'est pas bien? Et donc la polémique était énorme. Et tu te rappelles plus, mais nous, on se rappelle, ça a été horrible. Si, je me rappelle. Évidemment, Skull s'est installé. Évidemment, ça fait 12 ans. Et réécrire l'histoire, après, c'est très facile. C'est-à-dire que les gens, évidemment, ceux qui avaient gueulé se ferment leur gueule, s'écrasent par terre parce que... Et c'est quand même un truc que je veux rendre au jury de Cannes, qu'on a critiqué beaucoup, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de mauvais choix ou de jeux qui se sont effondrés derrière. Il y a quand même... Et alors, c'est dommage parce que à cause de cette polémique, Cannes n'a plus primé des jeux qui sortaient à ce moment-là. Le règlement a changé, Ce que je considère comme une erreur, parce que le Festival du film de Cannes ne met pas en compétition des films qui sont sortis il y a 1 an. Et que du coup, les éditeurs ne sortent pas des jeux pour Cannes, puisqu'ils n'ont aucune chance d'être primés. Parce que si tu sors à Cannes, t'as 1 an d'avance, et du coup, t'es plus... Et donc, je pense que c'est une erreur d'avoir cédé à ces quelques... En fait, je pense que la plupart des gamers qui parlent beaucoup, ils veulent avoir décidé, d'abord vu les jeux, les connaître, pour voir lesquels récompenser. Ce qui est débile. Un prix, c'est fait pour alerter les autres sur quelque chose. Voilà. Après, les prix font toujours polémique. Effectivement, le Festival des Jeux de Cannes s'est plutôt placé en César, si on compare au cinéma, qu'en Palme d'Or. Mais alors, le côté César, c'est qu'on peut toujours dire qu'il récompense un jeu qui a eu du succès public, du coup. Ouais, mais du coup, ils aident moins le jeu. Et du coup, ils aident moins le jeu et ils ouvrent moins des portes. D'ailleurs, je ne sais pas si un Dixit aurait eu le prix. Parce que Dixit, c'était presque ça. C'était un jeu qui était passé inaperçu. Exactement. Il était sorti, mais il n'était pas très connu. Et le prix... Et qu'un certain Dr Mob, je crois, avait bien repéré, etc. Et Dixit, aujourd'hui, est une des ventes mondiales les plus importantes. C'est une réussite extraordinaire d'un petit éditeur qui n'existait pas. Et si aujourd'hui, on attendait 1 an d'exploitation qui était distribué par un petit distributeur... Et je pense qu'un succès comme Skull et un succès comme Dixit, parce que Dixit, il était sorti quelques mois avant, mais personne ne l'avait vu. Ouais. Et Régis, qui était l'éditeur de Dixit, dit qu'il reconnaît au jury de Cannes une grande partie d'importance de l'histoire. Donc voilà, c'est un débat... C'est un débat, c'est des choix à faire. Si Cannes ne le fait pas, il faudrait qu'il y ait un prix des jeux qui vont sortir, que les jurys l'aient avant, comme le cinéma à Cannes, où en fait Cannes nous sert à savoir quel film aller regarder. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, sur un monde de jeux. On a fait un prix qui s'appelle Les Sabliers d'Or. D'accord. Quelques mois avant la sortie des jeux. D'accord. Après, il faut être informé là-dessus. C'est pas si simple que ça. Il faut aussi que les éditeurs nous soutiennent dans la prospection. Mais on le fait. Moi, c'est très simple. J'avais fait... Dans le milieu, quelques personnes connaissaient le prototype de Skull. Et... alors là, je pense pas que ça soit un secret, mais Fall m'a dit, dis donc, Skull, vous êtes sûr de le sortir à telle date? Parce que je pense que ça serait pas mal qu'il soit... tu me promets qu'il va sortir? Je dis, oui, il sort pour Cannes, il y aura des exemplaires. Bon. Ça n'a pas été si simple d'ailleurs de le sortir pour Cannes, je crois. Quoi?
Ça n'a pas été si simple de le sortir pour Cannes, non? Non, ça n'a pas été simple. On en a chié. Donc, c'est l'un des jeux qui continue à fonctionner énormément, qui a été racheté donc par Asmodée. Et puis, il y a tous les autres jeux. Est-ce qu'il y en a d'autres que Asmodée distribue toujours? Oui. Parmi oui, ceux bien qui sûr. sont... Il y a Garde des moutons. Alors, mais la Guerre des Moutons, maintenant, il y a le logo de votre entité. C'est vous. Oui, parce que la Guerre des moutons... Alors, historiquement, c'est une longue histoire. La Guerre des moutons devait être chez Asmodée. Oui. Et puis j'ai fait le loup-garou. Et puis, loup-garou a un démarrage foudroyant. Et puis, il me dit, mais la Guerre des moutons, tu veux le faire? Je dis, non, je t'avais dit que c'était toi, vas-y. Donc on a presque tout fait. Et c'est Asmodée qui l'a sorti. Et puis, à un moment, on a repris notre indépendance au bout d'une quinzaine d'années en disant on le refait. C'est lui-même qui l'a fait. Et puis quand ils ont racheté lui-même, on l'a repris. Ouais. Et donc maintenant, c'est le sens des aiguilles. C'est pour ça qu'on a trois... Moi, j'ai 3 noms sur les boîtes. Ici, j'ai Asmodée sur celle-ci, sur cette boîte de la Guerre des Moutons. Sur la version 2, est-ce que c'est Asmodée ou est-ce que c'est lui-même? Ça doit être Asmodée. C'est lui-même. C'est lui-même. On a les deux. Il y a les deux. En tant Parce que qu'il y a eu distributeur. un moment coédition, effectivement. Celle-là, ce sera pas facile de la retrouver aujourd'hui. Et puis, Alors on en a quelques-unes. S'il y a des amateurs qui passent par Saint-Nazaire, on en a quelques-unes. La Guerre des Moutons, maintenant, est éditée par Le Sens des Aiguilles, votre nouvelle maison d'édition. C'est un grand classique. Donc on a fait une vidéo dessus, on aura l'occasion d'en reparler. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir comment fonctionne le jeu, ce qui peut vous convenir. Mais ce jeu est toujours disponible et c'est une bonne nouvelle parce que c'est un indispensable de toute bonne ludothèque. Ouais. Il y en a eu quelques autres, on va en évoquer quelques-uns. Vas-y, rafraîchis-moi la mémoire. Plus ou moins rapidement parce que Vas-y. on a plein de sujets à aborder. Nous avons évidemment Boomerang, tu en as déjà parlé de Boomerang. Alors Boomerang, je ne suis pas l'auteur, bien sûr. C'est Dominique Erhardt et Michel Lallet. Oui. C'est un jeu que j'ai adoré. Il y a eu plusieurs éditions, il y en a eu 3, je crois. C'est un jeu extraordinaire, assez difficile à expliquer en boutique ou en festival. Il faut faire une partie pour comprendre sa richesse. Oh, c'est très bien. Et seulement quand tu as fait une partie, tu comprends à quel point c'est vraiment un super jeu. J'ai adoré les illustrations de Dominique, qui a lui-même... Auteur et illustrateur. Auteur-illustrateur, ce qui est assez rare, me dit-il, parce que très souvent, les éditeurs préfèrent remplacer, alors que c'est aussi un peintre et un illustrateur. J'adore ce jeu. On l'a republié, les ventes ont baissé. Ouais. Et puis là, je pense que beaucoup de monde l'a peut-être oublié. C'est un jeu qui mériterait, moi, d'exister encore. Écoute, c'est un peu notre société, elle est là pour ça. C'est-à-dire que... Ah, il pourrait revenir. Il pourrait revenir un tirage au moins, mais le dernier tirage, c'était 3000, on a mis 4 ans. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est mon idée de maison d'édition, mais j'ai plus de loup-garou et j'ai plus de skull pour tenir ça. C'est de garder un fond. Ouais. Comme les éditeurs littéraires gardent des fonds en disant « je donne une chance, je donne une chance ». Les jeux qui se vendent bien doivent aider ceux qu'on aime en tant qu'éditeur, qu'on pense que les gens devraient aimer et qui un jour peuvent exploser. Il y a des auteurs littéraires qui ont mis 30 ans, 40 ans, 50 ans avant de marcher. Et ce jeu-là, si jamais on vend assez des autres jeux, parce que c'est quand même ça, il faut racheter des moutons, il faut racheter le prochain qu'on va faire qui s'appelle Casino Populaire. Alors ça, c'est un jeu qui va arriver, mais c'est la reprise de la mécanique, en tout cas avec les mêmes auteurs. C'est un nouveau c'est un jeu de cartes dans l'univers de Mafia avec une mécanique encore plus dynamique, des parties encore plus rapides, et d'ailleurs tu y as joué. Oui. Et d'ailleurs tu as glorieusement gagné pas mal de temps et perdu à la fin. Oh, dis pas les secrets des vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On ne doit pas dire ce qui s'est passé pendant cette vidéo. Ah pardon. Casino Populaire. Donc c'est une plus petite boîte avec des cartes à l'intérieur, c'est pas le même matériel, c'est pas tout à fait les mêmes mécaniques. Vous l'avez retravaillé ce jeu. Il y a toujours Loïc Lamy aux commandes des règles, mais avec toi Philippe, vous êtes co-auteur. Vincent Dutray et Tom Vuarchex qui sont à l'illustration. Le premier c'était uniquement Tom Vuarchex.
Voilà un jeu qui revient, qui sera donc signé par votre maison d'édition. Et c'est là qu'on voit que le logo Sens des Aiguilles, tu m'as dit il y a un palmier parce que c'est le logo qui est lié, qu'on peut voir sur la boîte du jeu. Ouais. Exactement. Avec le petit palmier, forcément, Cuba, il y a des palmiers là-bas. D'ailleurs, c'est un des pays où il y a le plus de palmiers différents. Ce qui est très très beau à Cuba, parce que je ne fais pas un jeu sans aller au moins 2 mois dans l'endroit. 2 mois à Cuba. En fait, ce qui est très très beau à Cuba, c'est qu'il y a des niveaux de hauteur d'arbres différents. C'est-à-dire, il y a des palmiers qui montent à quelques mètres, il y a des palmiers, voilà, et il y a des palmiers qui montent à 20 mètres, quoi. C'est très très beau. Alors, tu es en train de nous décrire tous tes jeux avec beaucoup de finesse et pas mal d'anecdotes. C'est super. Mais moi, j'ai un petit jeu dans cette émission qui consiste à vous poser des questions sur vos jeux. Alors, avant de continuer à les regarder... Ah non, quand on est trop vieux, on n'aime pas... On n'aime pas les jeux? Si, t'aimes bien le jeu des enveloppes. Le jeu des enveloppes. Avant de continuer à énumérer chacun de vos jeux, peut-être que certaines anecdotes vont arriver naturellement au moment où vous allez nous en parler. Dans ces enveloppes, j'ai mis des jeux dont tu es l'auteur ou l'éditeur, que vous avez édité éventuellement, et je vais vous demander d'en choisir un pour chacune des 3 questions. Il n'y a que 3 questions, ça va être simple. On peut mettre le même à chaque fois. Vous ne pouvez pas mettre le même, c'est l'occasion de parler de jeux différents. Vous allez me choisir un jeu qui aurait mérité l'As d'or, donc vous ne me prenez pas Skull and Roses, parce qu'il l'a eu. Un jeu qui aurait mérité mais qui ne l'a pas eu, donc vous choisissez. Donc dans les jeux dont je suis auteur ou dans les jeux dont je suis éditeur. T'as pas le choix. Un jeu sur lequel vous avez un regret. Alors regret, ce n'est pas nécessairement négatif, hein. Ça peut être un regret de tout ordre en se disant tiens ça j'aurais bien aimé faire différemment. Et un jeu auquel vous auriez envie de jouer là maintenant tout de suite. Vous en choisissez 3. Et puis on aura l'occasion de parler de ces différents. Il y en a beaucoup là. Ah bah oui. Et oui. Alors on va commencer par la première catégorie, le jeu qui aurait mérité l'As d'or, puisque l'As d'or on en a tous envie évidemment, mais toi vous avez été de manière générale gâté par l'As d'or. Je te propose de commencer. Alors Caroline commence. Quel jeu aurait mérité l'As d'or? Eh bien moi je pense que c'est Objet Trouvé. On n'a pas encore parlé d'Objet Trouvé. C'est pour ça aussi que je me suis dit, on va faire le jeu des enveloppes, on va reparler de tous les jeux, parce que Objet Trouvé, forcément, fallait qu'on en parle. Sachez que c'est un de mes grands favoris, moi, des jeux de Philippe Despalières. C'est un excellent jeu, qui était très novateur en plus. Il est là. Ouais, et vraiment, que personnellement j'adore et que beaucoup de gens adorent. C'est un chef-d'œuvre et c'est un jeu dans lequel il y a une patte particulière, il y a une écriture particulière, puisque c'est un jeu de devinettes, hein, malgré tout. Dans la grande catégorie des jeux de devinettes, il y en a énormément. Mais celui-ci, à l'intérieur de la boîte, vous avez des objets qui ont été trouvés, mais qui ont été placés dans la boîte que vous achetez. Comme par exemple, ça c'est emblématique, ce caillou, je ne sais pas d'où il vient, de quel pays vient ce caillou, qu'on retrouve à l'intérieur des boîtes, et qui vous permet de faire découvrir des choses. Alors le mien a un peu vieilli forcément. Il y avait une plume théoriquement. Oh là là, dis donc, regarde cette... Il faut que je l'enlève. Ah, le ballon, c'est... Le ballon... Le ballon, ah là là. Il a collé de partout. J'ai une mauvaise nouvelle, hein. Ça va faire bientôt 20 ans. Ce ballon a 20 ans. Oui, c'est ça. Et 20 ans, le ballon, il tient pas. Ouais, je vais changer de ballon. Et... Ça se trouve, hein, de ballon. Mais par contre, il y avait un soleil. La plupart des ballons ont rendu l'âme. Ils ont fondu. Ah là là, mon jeu est abîmé. J'espère qu'il y aura une nouvelle édition. Et évidemment, une brosse à dents qui pour l'instant tient. N'achetez pas vos brosses à dents dans la nature. Vous voyez qu'après 20 ans, ça tient toujours. C'est ça. Ouais. Un matériel dingue pour faire découvrir des mots, des choses, des expressions, des phrases, des secrets, des choses qui sont écrites. Et c'est l'une des grandes particularités de ce jeu, c'est que ces différentes phrases, il y a un travail d'écriture qui est dingue, Philippe. Ça a été énorme. Ouais. En fait, j'en faisais pendant 1 an et demi, une dizaine par jour. Ça me prenait la matinée et j'en sélectionnais sur les 10 une. On jouait avec des copains. J'avoue que ma grande déception, c'est que ce jeu n'ait pas eu au-delà du succès d'estime. Il a eu un vrai succès d'estime. Il a été nominé à Cannes, il a raté la plus haute marche. Il a été sur la liste des meilleurs jeux en Allemagne, il a raté la plus haute marche. Il a failli être publié par un des plus gros éditeurs américains qu'a calé au dernier moment. Je suis très fier. En fait, ça relie plusieurs de mes univers. Mon côté ludique et mon côté artistique. Oui.
c'est que je voulais vraiment dire des choses fortes, bouger des trucs intimes chez les gens, le côté surréaliste des cartes. C'est vrai que c'est surréaliste. Là, j'ai des expressions sur la météo, par exemple. Il fallait réussir à faire deviner une des phrases sur la météo. Alors, il y en a qu'on connaît toujours. Noël au balcon, pas cotison. On l'utilise peu, mais on les connaît toujours. Après la pluie et le beau temps. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Et c'est des phrases aussi qui évoquent un univers. Quand la lune est cernée, on est sûr d'être mouillé. Je ne connaissais pas ça. À la Sainte Catherine, tout prend racine. À la Sainte Luce, les jours rallongent d'un saut de puce. Essayez de représenter ça avec un caillou, une brosse à dents. Et vous pouvez y arriver. Alors c'est le jeu un peu alors le bourgeois gentilhomme. C'est le jeu du bourgeois gentilhomme qui fait de la prose sans le savoir. Et bien ce jeu, vous allez découvrir que votre cerveau est beaucoup plus important et compétent que vous croyez. Donc c'est le genre de jeu, d'ailleurs ça a été un de ses problèmes, où les gens disent « Oh là là, ça a l'air super complexe ». Et en fait, on s'aperçoit qu'il a des compétences qu'on n'imaginait pas. Ouais. Ce que j'aime, là où je suis très fier dans ce jeu, c'est que tu prends la boîte, tu prends la règle, tu fais « Oh, puis après tu fais un truc, et en fait c'est assez limpide la plupart du temps. Ouais. Voilà, ben malheureusement... Le même pour Philippe. Et j'aurais choisi le même parce que j'ai ma boîte. Alors vous voyez que mon ballon est un peu abîmé, mais j'ai ma boîte. Il va falloir que je refasse un ballon, mais c'était important le soleil sur le ballon. Parce qu'il servait à faire des choses. Hein. Ouais, une des nouvelles, c'est qu'on se bat pour le rééditer. L'auteur est un gros feignant. Ah. Parce qu'il doit recommencer l'écriture de certaines cartes qui datent un peu. Il a promis de le faire. Il y a 2 éditeurs. Il y a Le Sens des Aiguilles et Ori Games. Ah oui. Qui ont accepté, parce que je voulais un partenariat avec... je connaissais Ori Games surtout par le côté fabricant du jeu, puisque c'est eux qui ont fait la belle boîte de Mafia des Cuba. C'est un intermédiaire. Et de Snowtime. Effectivement, et plus qu'un intermédiaire, puisque Igor Coluchin travaille énormément sur le graphisme. Un partenaire. Alors pour certains, nous le graphisme on le travaillait nous-mêmes, mais par contre ils étaient conseilleurs. Oui, très bons conseillers. Et pour certains ils font plus que ça, oui. Et puis Igor, son travail sur Double, c'est génial. Et je pense que le succès de Double doit beaucoup à ce format de boîte, c'est merveilleux ce qu'il a fait. Quelqu'un qui est finalement assez... dans le monde public, il est connu, dans le monde des professionnels, il est connu, mais en dehors, il est assez peu connu, finalement, Igor, du grand public. Ça fait partie des gens qu'on aimerait beaucoup interviewer sur ce canapé. Polouchine. Et Guillaume Gilnave, évidemment. Et Guillaume Gilnave, qui est aussi un garçon formidable. Donc, on va le faire avec eux. Ils sont adorables parce qu'ils ont déjà développé des projets de couverture. Ah oui. Et c'est moi qui freine, en fait. C'est moi qui n'arrive pas à aller assez vite. Donc, si je pouvais prendre un engagement l'année prochaine il faut le faire. De terminer ces cartes, ça nous permettrait... De revenir. Et oui, et j'ai eu une idée il n'y a pas longtemps. Ah. Si on le sort en 2025, on l'appellera 20 ans après. Parce qu'il est sorti en 2005. Et je ferai une carte sur Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, forcément, 20 ans après. Écoute, j'ai hâte de vous accueillir avec Ori Games pour en parler sur ce canapé G7. Et on essaiera d'être toujours existant à ce moment-là pour pouvoir faire des... Et n'hésitez pas à nous le rappeler. Ah bah alors là, sur objet trouvé, si tu veux, je t'envoie un message mensuel. D'accord. Par téléphone. Je suis prêt à téléphoner. Je n'y crois pas. Alors, le jeu sur lequel vous avez un regret. Eh bien, moi, je regrette que Snowtime n'ait pas été reconnu suffisamment. L'un de vos derniers jeux chez lui-même. Chez lui-même. Très très beau jeu. C'est un très bon jeu qui n'est pas très difficile, mais qui a une mécanique fluide, agréable, avec des parties qui ne se ressemblent pas. Donc c'est vraiment bien. Voilà, je n'ai pas vraiment compris pourquoi ça n'avait pas mieux fonctionné, je ne sais pas. Et pourtant, on a transpiré sur ce jeu parce que, d'ailleurs, ce jeu devait être illustré au départ par François Bruel. Oui, c'est vrai. On a essayé les illustrations sont magnifiques. Hein. Et on est tombé encore grâce à notre ami Tom Varchek qui m'a suggéré Nayade.
et qui m'a dit tu devrais essayer avec Nayad. Ouais. Et ça a été une expérience fabuleuse. Je me rappelle Nayad quand il est a vraiment envoyé très les bon. premières images Nayad et qu'on était en vacances en Dordogne. Exactement. Et donc, on les reçoit, on les reçoit, on dit waouh, c'est super. C'est exactement ça. Voilà, donc c'est grand plaisir de travailler avec des gens. Un jeu de Frank Meyer, c'est ça? Frank Meyer, Tout à fait. un auteur breton, un auteur sur le tard. Ouais. Il doit avoir à peu près votre âge, cher ami. Ah, il est vieux. Une bonne quarantaine. On l'a rencontré à Parthenay, ça m'a été montré par un gars super qui fait de l'animation de jeunes auteurs. Et j'ai flashé complètement. Ce type, Franck, n'avait édité aucun jeu. Je sais pas si depuis il a édité un autre jeu. On a eu un succès assez flamboyant pendant 2 mois, ce qui fait qu'Asmodée nous a téléphoné en disant vas-y, fais une réimpression. Et On voilà. a fait une réimpression importante et là, pouf, Plus rien. ça s'est arrêté. Exactement. Après, il faut savoir qu'on devenait exigeant parce que plus on avait des succès, plus on croyait qu'on aurait tout le temps des succès. Et quand on me dit qu'aujourd'hui, les ventes de jeux moyennes, elles sont vraiment très basses, on en a quand même vendu, je crois, à 20, 23 000 exemplaires. Ah oui, c'est pas du parce tout un qu'on- échec. Ouais. Parce qu'on les a fait en beaucoup de langues, dans un Oui, même... oui. Ouais. tirage. Mais sur la C'est sorti dans France, plein de pays. j'attendais un succès bien plus Et important. c'est un très bon jeu, très simple, avec Ouais. des règles qu'on apprend tout de suite. Il y a du guessing. Alors Et ça les fait gamins pas, adorent. Hein, ça fait pas l'unanimité, mais par contre, moi j'aime beaucoup ce jeu. Et les gamins adorent. Il y a un môme de 10 ans à qui on a offert un Snowtime parce qu'il n'y en a plus maintenant parce qu'on... Ouais, bon, il est arrivé un truc. En fait, une erreur a fait que certains au stock d'Asmodée en ont détruit Ah oui, les derniers 1000 exemplaires. 1000. qui nous Ah oui, restaient. quand même, ouais, c'est une grosse erreur. Hein. C'était une grosse erreur. Et... Je confonds pas avec Dolores. Ah, c'est Dolores? Je croyais qu'il y avait aussi Snowtime, non? Bon. Et enfin, bref, Snowtime. Snowtime, je l'adore. J'ai failli le mettre. Je ne l'ai pas mis. Et tu as mis lequel alors? Et j'ai mis Amazon. Amazon. Alors, j'ai mis Amazon, mais un peu pour le fun. Amazon, c'est... Alors, il y a une vraie erreur d'édition, c'est-à-dire que c'est un thème très rigolo sur un jeu très alambiqué. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est un vrai jeu roué. Pour les gens... C'est un jeu sur lequel j'ai bossé depuis plus de 25 ans, 30 ans. J'ai essayé plein de thèmes, et puis je suis tombé sur ce thème, et c'était un thème un peu féministe avant la lettre. Et le regret, c'est un peu trop avant la lettre, puisque un peu comme Vertigo, ce jeu est sorti en 2006, complètement au féminin, édité par elle-même. Tout avait changé. Un jeu de... Mais alors, l'auteur n'est pas une femme, mais je crois que son pseudonyme a changé aussi. Oui, hein. Lily Phèdre, la pipesse. Tu es crédité comme ça sur Board Game Geek. Tu es Philippe Desvalières, aka Lily Phèdre, la pipesse. Voilà. Et illustré par... Et illustré par Cruella Brisfond, qui est François Bruel. François Bruel. Hein. Et un surtout, atelier. c'est un jeu où la règle est entièrement écrite au féminin. Oui. Et c'est un jeu pour nous, les filles, et pour les garçons qui en valent la peine. C'est le slogan derrière. Et vous êtes une princesse amazone, et vous allez combattre les autres princesses amazones pour gagner des bouts de mecs, pour avoir le plus beau harem de mecs. D'accord. Tu connais pas? Ouais. Oui, oui. Non, j'ai pas joué, moi, Amazon. Je ne l'ai pas ici au chalet. Ça manque à ma collection. Tu lui en envoies Dommage. un, Caroline. Je note. Envoie-lui un Amazon. Et donc, ce jeu, quand il est sorti, j'ai eu des genres de réflexions super légères, du genre, pourquoi t'as pas fait l'inverse? Ça aurait été plus sympa, je l'aurais acheté. Ouais. Des mecs qui se battent pour avoir des bouts de gonzesse et Oh, pour bah, ça faire des existe, belles hein. gonzesses. Ça existe. Hein. Et des trucs comme ça, quoi. J'ai eu un peu de succès à Tierce-Lieu parce qu'on avait une fine équipe d'homos qui trouvait que ces bouts de harem de mecs c'était rigolo. Enfin bref, ce jeu a fait une carrière très faible. Ouais. Mais ce qui est assez fou, c'est que j'ai fait une expo il n'y a pas longtemps sur mes jeux et que là, les nanas, on a eu
c'était pas une aussi bonne vente que Qui va faire la vaisselle, parce qu'il nous reste un stock non négligeable dans le grenier. Hein. Si Ah ouais. ça vous intéresse, je peux faire... Si vous avez un musée du parce jeu que et je vous ne voulez sais l'avoir... pas jeter. Je ne sais pas jeter. Oui, on sait. On va pouvoir en parler. Et voilà, donc c'est un regret parce que on l'aurait sorti après MeToo, là, je pense... Non, je plaisante, c'est pas un vrai regret. Mais j'avais envie d'en parler parce Oui, que bien voilà. sûr. Ça fait partie de l'histoire de lui-même également. Et donc, j'ai des stocks de jeux sur certains jeux parce que... Mais je n'ai plus d'objets trouvés. Ça, voilà. Il faudra refaire objet trouvé. Le dernier jeu, c'est celui auquel vous auriez envie de jouer là maintenant. Si jamais on se lance dans une partie, alors tu m'as dit, hein, tous les jeux, tu as envie d'y jouer, d'accord, mais quand même, tout de suite, on ne peut pas jouer à plusieurs jeux en même temps, c'est compliqué. Donc il faut en choisir un en priorité. Et comme tu as dit là maintenant, j'ai compté que tu étais autour de la table. Et ben voilà, avec moi Absolument. autour de la table. Et Caroline Exactement. Caroline, Eh bien, puisqu'on en avait parlé, ça m'a Ouais. donné envie d'y jouer, c'est Boomerang, tout simplement. Boomerang, de Dominique Erard, Voilà. illustré par Dominique Erard, un grand classique. Ouais. On met Dominique Carrat et Michel Lallet un petit et Michel Dallet, pardon. On met les boomerangs dans sa main, on va les égrener, on va essayer de récupérer des cartes pour faire le meilleur scoring possible. Il y a ce côté très sympathique, très tactile, dans lequel vous avez vos boomerangs dans le creux de la main sans les montrer aux autres. On les lâche comme monnaie de paiement également, pour récupérer différentes cartes animaux, avec ce graphisme qui est quand même très agréable aussi, Ouais. qui donne une identité spéciale au jeu. Moi, je suis d'accord, je participerai à la partie, si tu veux y Super. jouer là maintenant. Avec plaisir. Et pour voir qu'il y a quand même des raisons pour lesquelles on est ensemble, moi j'ai mis No Time. Vous avez fait les mêmes sélections finalement, quasiment les mêmes sélections. J'ai mis No Time parce que j'adore jouer à ce jeu et comme nous avons découvert en jouant avec Martin qu'il y avait un petit côté Taquin, oui. Oh, bah, taquin bah, et je pense qu'à ce jeu, Ouais. ça pourrait être marrant. Ah bah oui. Bon, tu as découvert, on se connaît depuis un moment quand Non, on n'a même. pas joué ensemble vraiment beaucoup. Pas tant que ça. Non, non, Oh. pas beaucoup. On a parlé beaucoup. Ouais. Oui, voilà, ça. Effectivement, tu fais partie des auteurs de jeux et des éditeurs de jeux qui aiment qu'il se passe des choses entre les joueurs, indépendamment ouais, du c'est jeu en là. lui-même. C'est important, ouais. C'est- vrai. Écoute, je répète souvent que dans jeu de société, il y a le mot société. Ouais. Et que c'est un rapport social, le jeu. Et avant tout, et c'est ce qui m'intéresse le plus, en C'est fait. plus jeu de société que board game. Ah oui. Le terme J'aime. français est meilleur. Il y a beaucoup de gens maintenant qui parlent de jeux de plateau, et ça m'énerve. Ouais. Surtout que... Bah, oui, après, oui. Ça dépend Non, de mais- la largeur du terme. Finalement, le terme jeu de société, ça s'applique Ça pas très bien à englobe. tout. Ça. Mais il y a le jeu solo dans le jeu de société, c'est bizarre. Ouais, Oui, oui. c'est Ah vrai, oui, le c'est jeu vrai. solo, Alors c'est que pas un board jeu de game, ça société. correspond mieux d'une certaine manière. Mais bon, le côté société est important pour toi, on l'a bien compris. Ah oui. Alors- Et moi, j'aime l'interaction avec les gens, j'aime ça avant tout. Ça m'empêche pas d'être solo quelquefois. Sur ma Ou d'être table. sous l'eau, Ou d'être en ce qui concerne objet trouvé. Donc on a parlé, je regarde un petit peu s'il y a des jeux qu'on n'a pas évoqués dans cette rubrique et dont il faudrait absolument parler. On n'a pas évoqué quand même, je vous le montre un petit peu, Medici, qui est un jeu que j'adore moi. J'ai failli le sélectionner J'ai dans eu les peur de jeux ne que pas le j'avais retrouver envie de jouer. dans ma ludothèque. Alors- Je l'ai retrouvé quand même. Je suis alors- content. Je l'ai plusieurs fois, t'as vu, mais j'ai ton édition, celle qui est illustrée par Dominique Ouais. Erard. C'est un classique de Rainer Knizia. Est-ce que tu de ce que je... sais que Renverse pas tout, tu on verras. s'est amusé vachement avec Dominique. Ou les C'est côtés que- correspondants. Ah oui. Tu peux faire des collections et un pavage de Médicis. Ah, on peut coller le couvercle avec l'arrière de la boîte pour compléter de tous les côtés. Voilà ce qu'est en train de Tu m'expliquer. peux faire un damier. Ouais, et en plus c'est bien parce que ça oblige l'auteur à faire de la gymnastique en direct. Voilà. Et ça oblige la boutique à en acheter 14 Pour pouvoir faire le damier. une belle vitrine. Ouais. Médicis, c'est une histoire complètement bizarre parce que c'est un jeu que j'ai découvert grâce à Patrick Rutner de chez Oya. En jouant chez lui, il m'a dit ça La va boîte est très te belle. plaire. Et c'est un jeu de Rainer Knizia que j'ai joué dans sa précédente édition, Ouais. puis qui a été épuisé. J'exagère un peu, mais c'est pas tout à fait faux. En fait, je l'ai publié parce qu'il n'y en avait plus sur le marché. T'avais envie d'y rejouer. J'avais envie d'y rejouer. Ah tiens, celui on y jouait tout le temps. On y jouait, c'était un rite, c'est un Ah oui, des... C'est un des 20 jeux assez anciens que je joue encore régulièrement.
C'est un jeu qui permet d'entraîner des gens dans le jeu de société un peu plus complexe à partir de choses simples. Bon, il a le défaut d'être légèrement abstrait. Oui, parce que bon, Knizia ça va. est amateur. Et j'avais demandé à Dominique de l'illustrer, il a joué le jeu. On a voulu faire une édition à l'ancienne, c'est-à-dire que on a scanné des tableaux. Oui, bah c'est des vrais tableaux. Donc C'est des tu en as vrais chez toi, tableaux. d'ailleurs, la couverture, Et tu l'as chez j'ai toi. les deux. J'ai Ouais. la couverture et j'ai le plateau de jeu, Ouais. qui sont des tableaux. Et qui sont magnifiques. On a Et envie les- d'avoir chez et soi. les typos sont faits au pinceau. La seule chose qui a été intégrée, c'est le nom de Reinhard Knizia. Et les cartes à jouer aussi. Il les a peintes et on les a scannées. En fait, on a fait un jeu à l'ancienne, complètement, sans Photoshop, sans machin, sans Moi, truc. je la trouve extraordinaire, cette boîte. Ça, c'est le genre de choses qu'on aimerait avoir chez soi, parce que c'est une illustration qui évoque quelque chose Exactement. en elle-même, Mm. mais aussi dans l'histoire du jeu. Il y a un côté historique, c'est formidable. Et bon, Je suis jaloux de cet tableau. et je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter quelques règles à l'époque, Ouais. de les faire accepter par Knizia, en disant... Knizia m'a dit, si tu mets aussi les règles originales, oui. Ok. Et il y a même des règles que je croyais originales qui ne l'étaient pas, parce que par contre, Patrick Rutner se permettait dans les traductions de changer les règles quand il trouvait ça meilleur, Ah oui. sans citer à l'époque. Je trouvais ça un peu légèrement cadré. ouais. Voilà, c'est le seul jeu de Reinhard Knizia qu'on a édité. Ça n'a pas été non plus un succès prodigieux. Mais quand je continue à le montrer en festival, parce que la particularité de lui-même, c'est qu'on est infatigable. Et c'est que des jeux que j'ai fait il y a 15 ans, je continue à les ressortir sur les festivals et à faire jouer les gens avec. C'est un peu une manière à l'ancienne. Alors, il a une autre édition, il est disponible peut-être. Tout à fait, En tout cas, vous pouvez le actuellement, retrouver, En mais anglais, je dans, pense. oui, en anglais, dans d'autres versions. C'est un jeu qui existe toujours, mais comme souvent, les jeux de Reinhard Knizia connaissent plusieurs vies. Je peux dire quelque chose. Ah, non. Ah, allez, vas-y. Rainer n'écoute pas, il m'en reste encore quelques-uns. Ah, il ne faut Donc, pas qu'il écoute. Hein. Si vous avez envie, on peut vous en envoyer par correspondance. Cette boîte-là, elle est N'hésitez précieuse. pas à nous questionner sur les jeux qui nous restent et les jeux qui ne nous restent pas. Parce que Philippe et Caroline, je ne sais pas si vous avez tous les deux ce trait de caractère, vous êtes des collectionneurs. Vous gardez les jeux, mais pas que les jeux. Vous avez aussi un côté brocante, mais également, vous avez une galerie. Eh oui. Et Que oui, vous pouvez voir ici, qui s'appelle Le collectionneur ludique compulsif et un peu vieillot, qui est également le nom de votre page sur Facebook, sur laquelle vous allez pouvoir trouver peut-être les informations sur cette galerie en particulier. si tu zoomes à droite sur la vitrine, tu Ouais. vois qu'il y a la maison d'édition. Oui, à D'accord. droite, édition Le Sens des Aiguilles. Exactement, ouais. Et à gauche, tu as Galerie d'art, Cabinet de cabinet de curiosité. curiosité. Et donc on peut vous retrouver, c'est ouvert quand cette galerie? Ben, ça a ouvert il y a presque 2 ans. Fin On a octobre ouvert en- 2021. En octobre 2021. Là, c'était lors de l'expo Dominique Erard, ouais. Dominique Erard et Tom Varchex. Ouais. Sauf que Tom Varchex, c'était l'autre partie de Ouais. l'expo. Ouais. D'ailleurs, on voit un escabeau, ça veut dire qu'on est en train de finir d'installer. Et on voit des piles de jeux au milieu. Ouais. Et ça, c'est un bonheur, ça, c'est une façon de vivre aussi. Absolument. C'était un des Ouais. projets, Ouais, d'avoir ouais, ouais. vendu la société pour pouvoir faire des choses qui nous amusent Et puis aussi, sans vraiment la pression du succès, quoi. voilà. Et puis aussi, je dirais que jusqu'à présent, on travaillait un peu chez nous, entre nous, etc. Ouais. Et là, ça a été un petit peu une ouverture vers d'autres gens, vers un public, des gens qui viennent directement, qui sont tout de suite contents. Voilà, on a un échange immédiat, c'est très agréable. Oui, et puis j'ai l'impression que ça correspond, ça explique aussi votre rapport aux jeux de société, parce qu'on l'a bien compris, il y a les mécaniques, il y a le côté société qui est important, mais il y a aussi cet aspect de collection. Tu nous en as parlé avec Médicis, tu voulais avoir ce jeu chez toi, mais un peu comme le collectionneur qui se déplace en brocante, qui va récupérer un objet qui a déjà existé peut-être, mais qu'il a envie d'avoir avec son graphisme, ce côté culturel, le sens de l'image qui est hyper important dans tous vos jeux. Ça, on le retrouve aussi dans cette expérience qui est une expérience de vie. Moi, ça me donne envie de venir juste pour venir dans la galerie en douce. Et ben, Regardez. Mais oui, j'aimerais tellement.
On a parlé beaucoup d'auteurs de jeux, on a discuté, tu m'as même dit, parce que tu es quelqu'un de sensible, on l'a dit tout à l'heure, que tu en avais eu du mal à dormir la nuit précédente. Qu'est-ce qu'il va me faire? Et je me suis dit, est-ce que, pour terminer cette émission, c'est la dernière rubrique, pour terminer, est-ce que tu es capable de dire du bien des gens? Ah, attention, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve avec... j'ai mis 4 numéros, il y a 4 visages derrière, tu les connais pas. Et là, le but, c'est de dire un mot gentil sur chacun d'entre eux. Quel numéro? 3. Le 3, très bon choix. J'ai déjà parlé de lui en bien. Il s'agit de Marc Nunes. Marc Nunes, fondateur d'Asmodée. C'est quelqu'un... Alors c'est marrant parce que je l'ai connu, il avait une petite vingtaine d'années. Ouais. Et son patron de l'époque lui avait dit de venir faire... En plaisantant, je l'ai comme stagiaire. Ouais. Mais de venir me demander comment j'arrivais à vendre de la pub, machin, etc. Et il y a tout de suite un truc qui m'a plu dans le regard de ce mec. Et puis, on s'est beaucoup croisés dans le monde du jeu sans travailler ensemble pendant un certain temps. Et puis voilà, et puis on a bossé ensemble. Moi, j'ai admiré le côté pragmatique du mec, mais c'est un vrai joueur. C'est un vrai joueur. Ah oui, j'ai déjà joué avec. C'est un joueur de jeu de rôle à l'origine, mais c'est aussi un vrai gamer. Voilà, et grâce à lui, et pour lui, grâce à nous, grâce à lui, le monde du jeu a une vraie réalité économique, et surtout des vrais auteurs ont pu... Bon, voilà, moi, c'est un des mecs qui m'a permis de vivre à l'aise dans le monde du jeu. Ouais. Et surtout, c'est un homme de parole. Ouais, j'aime beaucoup Marc, ouais. On continue ou on arrête? Ah ouais, si tu me mets que des gens comme ça, ça, je sais pas, il n'y a pas de problème. J'ai essayé de pas faire de piège parce que je suis pas un méchant non plus. Quel numéro? Eh ben, 1. Le 1. Fall. Monsieur Fall. Fall, moi je l'appelle Fall. Alors Fall nous a parlé de toi en fait, on était avec lui la semaine dernière et il nous a parlé de toi, il nous a dit que... Moi j'étais avec lui la semaine d'avant. Voilà, grâce à toi en fait, en partie, et Marc Nunes et quelques autres, il a eu l'occasion de faire Trick Track. Et en fait, il te remercie pour ça. Non, il avait fait Trick Track, c'est juste que le côté économique était un peu limite et que j'ai parlé de lui aux gens qui avaient des moyens dans le domaine du jeu, parce qu'à l'époque où on s'est rencontrés, j'en avais pas encore. Ouais. Et on a fait les routes ensemble pour aller à Essen, où on se partageait le prix de l'essence, où on dormait dans des hôtels pas miteux mais presque, et où on mangeait des kebabs. Toi qui parlais de kebab hier, c'est un mec super. Évidemment, il a son caractère, mais moi, ça me plaît beaucoup. Je crois pas qu'on se soit engueulé beaucoup. Il y a une seule fois, je crois, sur le sujet du mariage, mais c'est oublié. Il a pleuré. Non, c'est un mec super. Ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir parce qu'en fait, il faisait la Loire à vélo. Ouais, et il fait du vélo beaucoup comme maintenant. Moi, j'habite au bout de la Loire, je l'ai accueilli. Voilà, j'aime beaucoup ce garçon. Il a aussi énormément aidé les loups-garous parce qu'on s'est connus au début. Et en fait, pareil, on a grandi ensemble. C'est un peu comme avec Marc, on a grandi ensemble. Ouais. Trick Track a bénéficié des jeux de cette époque, dont notre jeu. Et nous, on a bénéficié de cette boule de communication qui arrivait. Et donc, c'est... Très bien, si t'en trouves encore des comme ça... Alors, lequel numéro? Il nous reste le 2 et le 3. Non, le 2 et le 4. Le 2 et le 4. Le 2 et le 4. Je prends le 4. Ah, je sais pas si tu connais cette personne. Hervé Marly. Il ressemble à un pote, mais en beaucoup plus jeune. Ah oui, j'ai pris des versions jeunes. Des versions jeunes. Il ressemble vaguement à Hervé Marly. On pourrait croire que c'est le fils d'Hervé Marly. Je l'ai pris en plus jeune que Hervé, c'est une grande rencontre. Vous êtes toujours potes, on l'a vu sur la photo. On est toujours potes et c'est difficile quand il y a de l'argent. Oui. On est toujours potes, on travaille toujours ensemble ponctuellement. C'est un mec très très chouette. C'est une grande rencontre grâce à un certain Bruno Feduti, puisque
C'est au week-end de Bruno que j'ai rencontré Hervé dans les premiers auxquels j'ai participé. L'île Lopathique, un week-end qui regroupe toujours aujourd'hui les professionnels du monde du jeu au printemps. Voilà, Hervé, c'est... Alors lui, je peux pleurer avec lui. Ouais. C'est un très proche, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, on se voit pas assez, parce qu'on habite loin. Ouais. Voilà, c'est Hervé, quoi. Bah, Et alors je suis content pour Hervé parce que j'ai participé à ces 2 plus grandes jusqu'à présent aventures ludiques, puisque Skull et Loup-garou sont les jeux qui ont eu le plus de succès pour lui, qu'il peut enfin vivre du jeu, qu'il a démissionné de son boulot il y a déjà plus de 10 ans, qui fait toujours des jeux, et moi j'adore Hervé. Ah bah, est-ce que tu adores le dernier, ça? Ouais, on verra. Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu vas le reconnaître, le 2, déjà? Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est Alex. Alors lui, il n'est plus de ce monde. Alex Randolph, c'est un des pères du jeu de société, une des personnalités les plus influentes, et on a rarement l'occasion de parler de lui en réalité. On devrait avoir toujours l'occasion de parler de lui, mais c'est rare qu'on le dise. Alex Randolph, qui à mon avis est un des grands du jeu, je l'ai connu grâce à Michel Lallet. Ouais. Donc c'est le 5e que tu aurais dû mettre. J'aurais pu, je suis resté à 4. Michel Lallet l'avait invité grâce à Michel, j'ai découvert Alex. J'ai eu envie de me faire adouber par Alex. Et c'est ce qu'il a compris à toute vitesse. J'adore... alors tout de suite, je dis Stupide Vautour pour commencer. Oui. Tu vois, c'est un jeu pareil. Médicis et Stupide Vautour, ça fait partie d'une ludothèque idéale. Parce que moi, j'adore les jeux très concis, très... Alex Randolph, c'est un mec qui a travaillé dans la com, et ça se voit. Il a travaillé dans la pub, après il a travaillé pour l'armée, dans les renseignements et le déchiffrage et le chiffre. C'est un homme hyper cultivé qui trouvait que sa femme était polyglotte, mais pas lui, parce que lui avait du mal avec le japonais. Il parle un français, mais parfait. Il n'est pas français, hein, Alex Randolph. Oui, et c'est ce qui m'a permis de le rencontrer facilement. Ouais. Il a décidé de vivre à Venise, et il vit dans un endroit... je peux pas lui parler de lui au passé, en fait, j'arrive pas. Il vit dans un endroit merveilleux. On est retourné à Venise et j'ai retrouvé... Parce que, en fait, avec mon copain Patrice, j'ai dit, on va chez Alex. Donc j'ai écrit à Alex Randolph, que j'avais croisé, je dis, j'aimerais bien voir chez vous. Il me dit, mais non, ça va vous coûter un prix fou, qu'est-ce que vous faites, allez me voir, on va se recroiser sur un salon, etc. Je dis, non, j'ai vraiment envie de voir votre atelier, etc. Ok, venez, il nous a réservé un hôtel, dans une pension, et qui tenait cette pension? Si je ne me trompe pas, le papa de Léo Colovini. Autre auteur de jeu, qui lui est toujours là. Et puis, on a pris le train, on est arrivé à Venise, à la gare, et là, tu voyais qu'il était intégré, c'est-à-dire qu'il nous a attendus à la gare, puis on a pris la gondole pour traverser. Le Grand Canal. Parce que le pont était à 500 mètres, et 500 mètres, c'est pas bien. Quand t'es vénitien, voilà. Et puis, on a été chez lui, on a vu tous ces protos merveilleux, etc. Puis je lui ai montré mes jeux, dont qui va faire la vaisselle, je crois. Je ne sais pas, je ne te connaissais pas encore. Qui va faire la vaisselle, qu'il a envoyé de sa part à Ravensburger. Un auteur qui aide un auteur comme ça, c'est assez rare. Et un jeune con. Il m'a dit, oui, vous cherchez à ce que je vous approuve, etc. Il m'a dit, continuez. J'adore son travail. Alors, quoi d'autre? On y a été à Venise pendant la première guerre du Golfe. Oui, 91. Ouais, et il n'y avait personne, parce que tout le monde était flippé que Saddam Hussein envoie des missiles à Venise. Ah oui. On entendait nos pas dans les rues. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, Alex, il a une culture phénoménale, il a un esprit malin, il est drôle, dans ses jeux, il a toujours des références rigolotes. J'adore son travail. Je l'ai fait
je l'ai fait rencontrer au Dr Mops, qu'il aimait beaucoup aussi, et qui s'était fait dédicacer par Alex. J'ai présenté donc à Mops, qui était un peu comme moi, un groupie machin, et qui lui a fait une dédicace sur son proto de Skull. Le jeu de Dr Mops. Son jeu, non, comment ça s'appelait? Si, c'est Skull, c'est ça. Son prototype a été signé par Alex Randolph. Eh bien, on a parlé d'Alex Randolph dans cette émission. On a mélangé tout ce qu'on aime. La culture du jeu, les gens qui ont compté également, des anecdotes. Et puis donc, Le Sens des Aiguilles, nouvelle maison d'édition avec... ça existe depuis quelques années, mais il y a des jeux qui arrivent maintenant. On vous a parlé des jeux qui seront présents sur notre chaîne. On a fait une émission sur la guerre des moutons, vous aurez l'occasion de la voir. On a fait une émission donc sur la nouvelle version de Mafia de Cuba qui s'appelle aujourd'hui Casino Popular, dans une petite boîte que vous pouvez glisser partout. Merci beaucoup d'être venu jusqu'au chalet. Merci de nous avoir invités. Eh ben, on a passé un très bon moment et allez-y, vous ne regretterez pas. Et vous, je sais que tu as 1000 autres anecdotes, donc on aura l'occasion, j'espère, de pouvoir continuer à raconter l'histoire du jeu, ton histoire, mais notre histoire à tous, puisque les jeux, c'est nous qui les vivons. On vous donne rendez-vous maintenant pour de nouvelles émissions sur notre chaîne très bientôt avec Philippe Despalières et avec Caroline. Merci à tous les deux et à bientôt. Au revoir. Au revoir.